Les personnes autour de moi étaient plus inquiètes pour moi parce que oui, j'étais cadre dans une banque, etc. Mais simplement, pour moi, c'était juste réaliser mon rêve. Et puis j'étais convaincue que quand on fait quelque chose qu'on aime, eh bien, ça va faire de belles choses et donc tout suivra. Après une crise ou après une tempête, il y a la mer calme. Après une crise, il y a toujours quelque chose de bon. Et voilà, après, c'est comme ça que j'ai créé mon institut de formation. C'est comme ça que j'ai avancé. Et à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de bon? Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurence. C'est un épisode particulier pour moi car Laurence est ma psychologue depuis maintenant plus d'1 an. Laurence avait une brillante carrière dans la banque où elle a gravi tous les échelons. Son regard sur la vie a changé le jour où elle assiste à un hold-up dans l'agence où elle est la responsable. Elle entame alors un suivi psychologique et prend conscience qu'elle a envie à son tour d'aider. Aujourd'hui, Laurence est psychologue, hypnothérapeute et a créé son propre institut de formation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Laurence Adjadj. Bonjour Laurence. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît ? Alors oui, j'ai choisi en fait pour me présenter un stylo. Un stylo en fait, puisque vous m'avez demandé de réfléchir à un objet qui peut me représenter. Et durant la nuit en fait, il y a ce stylo qui a émergé. C'est un stylo un petit peu particulier. C'est un stylo qui s'appelle Pilote et qui est un stylo plume. On appuie sur ce stylo et la plume sort. Donc il y a une action qui est faite. Et puis en fait, je pense que ça me représente bien parce que c'est aussi ma capacité à avoir plusieurs histoires dans la vie, plusieurs histoires personnelles, plusieurs histoires professionnelles. Et puis aussi d'accompagner dans l'histoire de la vie en fait des personnes que j'accompagne au niveau professionnel, mes patients. Et donc du coup pour moi l'histoire c'est un bout de moi, il y a plein de petits bouts de moi et puis aussi ce stylo ça représente les apprentissages. J'aime beaucoup les apprentissages, je crois que je suis toujours en train d'apprendre, mes patients m'apprennent beaucoup aussi et je suis aussi dans une démarche de chercher à apprendre. Chose que quand on est plus jeune ou enfant ou ado, on n'a pas vraiment conscience, mais en fait j'ai pu ressentir ça et je pense que ça fait vraiment une partie de moi. Alors voilà pourquoi j'ai choisi cet objet pour me présenter. Super. Et c'est quelqu'un qui vous l'a offert en particulier, ce stylo ? Oui, c'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a offert ce stylo et qui m'a accompagnée dans mon chemin de reconversion. D'accord. Bon, justement, on va en parler. Avant de parler de votre conversion, est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous avez grandi ? Alors, j'ai grandi à Marseille. Je suis née à Marseille, 100% marseillaise. et je reste à Marseille. D'accord. Pour moi, c'est important de voir la mer. Et d'ailleurs, j'ai la chance de la voir chez moi. Et tous les matins, je regarde la mer. Et tous les soirs, quand j'arrive, je vais regarder la mer. Ah, ça, c'est un vrai luxe. Alors, moi, j'ai pas la chance de l'avoir de chez moi, mais dès que je peux faire un détour, s'il faut, je fais un détour pour l'avoir parce que ça fait, tellement de bien là. Justement, en venant vous retrouver, je me suis arrêtée en scooter pour faire une photo du coucher de soleil qui était magique. Et c'est vrai que moi, dès que je quitte Marseille maintenant, je me dis, mais elle est où la mer? Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Et quand vous étiez petite fille, vous étiez quoi comme type de petite fille? Mon rêve de petite fille? Ouais. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Ouais. C'était un peu lointain. Je pense que j'ai eu plusieurs rêves. Et en fait, en tout cas, je savais qu'à un certain moment, ce serait dans l'économie ou peut-être créer une entreprise c'était plutôt dans cette idée-là, quoi. Et vos parents, ils faisaient quoi comme travail? Ou ils font peut-être toujours quoi? En fait, mes parents travaillaient dans une banque, tous les deux.
Ok. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à travailler aussi dans une banque, en fait, parce que toute la journée ou très souvent pendant les repas, j'entendais parler du monde bancaire, de la bourse aussi, et donc du coup, j'ai eu envie aussi de faire un parcours là-dedans. Bon, je pense que j'étais très immergée par cet environnement-là. Et je fais un beau chemin aussi dans ce monde-là, en fait, le monde bancaire, puisque j'ai pu en fait même travailler dans la gestion de patrimoine et enfin tous les diplômes que l'on peut imaginer faire dans ce domaine-là. Donc là, comme vous êtes adolescente, vous commencez à réfléchir aux études. Là, c'est la banque qui vient instinctivement à vous ou comment ça se passe du coup? Oui, en fait, c'était comme si le chemin était déjà tracé. C'était ça, une évidence et c'était quelque chose qui était vraiment en moi et dans mon environnement de vie aussi et mon père surtout en fait l'aspect commercial c'était très présent. Donc c'est vrai que pour moi d'être commercial dans la banque c'était quelque chose qui était quelque chose que j'avais envie de vivre. Et en même temps, avec une meilleure amie, ma meilleure amie de l'époque, on parlait beaucoup de psycho. Et elle était en archi. Et à chaque fois, on analysait psychologiquement les copains, les copines. Et puis c'est un petit peu comme ça que le côté psycho en fait est apparu pour moi. Mais il y avait aucune question au moment de faire vos études de se dire Aucune question en effet au moment de faire mes études, sauf quand je me suis spécialisée vraiment dans les études et que ma copine en fait n'a pas pu poursuivre en archi et en fait est allée s'inscrire à l'université de psychologie en fait à Marseille, à Aix, et en fait je l'ai accompagnée. Je dis je t'accompagne et tout, on y va ensemble, tu vas t'inscrire et donc j'étais là, j'étais à fond, je me renseignais, je lisais tout, je regardais tout dans l'université. Et puis en partant, tout ça, et elle m'arrête, elle me dit « Mais attends, Laurence, t'es sûre que tu veux pas t'inscrire ?» et là, en fait, ça m'a très fortement surprise. Et je me suis dit « tiens, non, en fait, je lui ai dit non, moi, je veux aller jusqu'au bout de ça, en fait. » Parce que vous faisiez quoi, du coup, comme type d'études ? En fait, j'ai fait un BTS Action commerciale. Et puis, en fait, j'ai fait une spécialisation dans les produits financiers. D'accord. Et c'est après, au sein de la banque, en fait, que j'ai poursuivi tous les diplômes. C'est ça qui est bien dans la banque, c'est qu'on peut, en effet, avoir des formations, des masters. Exactement. Ouais, exactement. Jusqu'à devenir docteur en finance et jusqu'à passer un MBA de gestion de patrimoine. Ok. À Euromède, à l'époque, Euromède Marseille, là, qui est Kedge maintenant. Donc là, à cette époque, donc ça vous appelle, mais vous dites non. Voilà, exactement. Mais elle avait quand même bien repéré cette flamme qui était là et puis qui a émergé plus tard. Et donc là, vous commencez à travailler dans la banque ? Oui, exactement. Je rentre par la petite porte, je suis au guichet. Je travaille d'abord au Crédit Agricole à Cassis. Donc, je tombe vraiment avec des super personnes. Mais en fait, j'étais en contact avec une banque pour laquelle j'avais un petit coup de cœur, qui était la banque Martin Morel, qui est pas du tout connue dans le reste de la France, qui est connue qu'à Marseille. Exactement, qui était une des dernières banques familiales qui existent en France, indépendante, et qui avait cet aspect familial, puisque Bernard Morel était encore à la tête de cette banque. Et donc, du coup, j'ai pu rentrer dans cette banque. Et puis, je pense que le fait que ce soit dans cet état d'esprit-là, j'ai continué mon chemin. Et puis, j'ai vraiment eu une belle ascension aussi, puisque je suis devenue responsable d'agence, une des premières femmes à 30 ans, chef d'agence, on va dire, dans cette banque. D'accord. Et ça, vous l'avez vécu comment, le fait d'être la première femme, une des premières femmes ? Écoutez, j'en avais pas vraiment conscience. Au début, et puis c'est en parlant avec d'autres personnes qui m'ont envoyé en fait c'est ça quoi, et qui là m'a fait mettre le projecteur sur ce changement là, et je l'ai vécu encore plus, j'ai endossé on va dire encore plus la fonction avec fierté et puis surtout envie de réussir quoi. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez des peurs ? Non.
À ce moment-là, ça fait son chemin. Ouais. Ça fait son chemin et à ce moment-là, au fil des années, par contre, je commençais à ressentir que, ce monde-là était un monde particulier. C'était un monde qui était aussi très inhumain en fait. Et puis, parler d'argent toute la journée, c'était quelque chose qui finalement n'avait pas un très très profond écho pour moi. Ouais. Un petit manque de sens. Voilà, complètement. Et puis en fait à la période des subprimes où il y a eu beaucoup de trafic de comptes, alors là pour moi ça émergeait totalement comme quelque chose d'insupportable de pouvoir conseiller, parce que je gérais des portefeuilles titres toute la journée, donc je parlais de ça, et de pouvoir cautionner des sociétés qui trafiquaient leurs comptes, de pouvoir orienter des portefeuilles de gestion pour ces sociétés-là. Pour moi, je me sentais plus du tout en phase. Et donc ça se passait comment dans votre corps? Je me demandais en fait comment effectivement j'allais pouvoir poursuivre. Et c'est pour ça qu'en fait j'avais eu l'idée d'aller plutôt dans la gestion de fortune pour pouvoir accompagner plus sur des problématiques de transmission d'entreprise ou de transmission familiale et de préparer en fait toutes les questions, on va dire, juridiques et fiscales qui avaient aussi un lien avec la psychologie. Parce qu'en fait, il fallait un peu faire avec la psychologie de la famille pour pouvoir conseiller du mieux possible. Et donc, c'était vers ça que finalement, j'avais évolué. Jusqu'à ce qu'arrive, en fait, dans mon agence, en fait, un hold-up. Et à ce moment-là, en fait, j'étais responsable d'agence et j'ai vécu ça comme un réel choc, un très, très gros choc émotionnel. J'imagine, ça me donne des frissons. Et donc de là, je ne me suis plus sentie, on va dire, en capacité de pouvoir reprendre mon poste, et je n'étais plus du tout en phase avec ce monde-là, de continuer. Et donc j'ai été suivie, parce qu'on a tous été suivis dans l'agence suite à cet événement. Et puis de là émergeait la psychologie. Et du coup, le hold-up, ça s'est passé comment? En fait, c'était en fin de journée, et puis il y a 2 gars qui sont rentrés et qui se sont attaqués à mon guichetier de l'époque. Et puis j'entendais en fait qui criait, qui très très fort, qui disait arrête de faire le mariole, arrête de faire le mariole. Et donc je sors de mon bureau à ce moment-là, et puis un deuxième rentre et là me neutralise avec une arme. Et puis donc l'autre récupère l'argent auprès de mon guichetier. Je vois il y avait la femme de ménage qui était là neutralisée aussi, et puis mon second en fait que je ne voyais pas. Et puis en fait je les revois repartir tous les deux avec mon guichetier devant moi, et ne pouvant rien faire, et de le voir emporter. Et donc sitôt qu'ils sont passés à la porte, j'allais donc mettre l'alerte, signaler, et puis après j'ai vu mon guichetier revenir au bout de 10 minutes, et donc du coup là on s'est retrouvés, et puis tout un phénomène, voilà. Ouais, ça crée des liens, j'imagine. Comment? Ça crée des liens entre... Ouais, c'est vrai qu'on a eu ce vécu commun que l'on a vécu chacun à notre façon, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, on entend les sirènes du rond-point du Prado. C'est ça. Et donc là, vous rentrez chez vous, vous êtes choquée forcément. Vous êtes arrêtée? Oui, je me suis pas fait arrêter au début très longtemps. Et puis après, c'est quand j'ai tenté de revenir que là, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui, du coup, votre corps, il vous parlait d'une certaine façon? Ouais, c'était complètement, pas d'énergie. Ouais. Aucune énergie à être là. C'était pas là que je voulais être. C'était plus là que je voulais être. Et est-ce que vous saviez où est-ce que vous vouliez être? À cette époque, non. Je ne savais pas. Vous aviez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Et à l'époque? C'est en 2007. 35, 36, non même pas. 33, je devais avoir. Ouais, 33.
33 ans. D'accord. Donc là, ouais, vous saviez. Donc là, vide d'énergie. Vous vous faites accompagner par quel type de spécialiste? Oui, en fait, la banque nous désigne quelqu'un pour un psychologue. Voilà, un psychologue. Et puis donc, au cours de ma thérapie, eh bien, émerge ça. Et de manière très inattendue. Qu'est-ce qui émerge du coup? Eh bien, en fait, la psychologie. Ouais. Ça ressort. Ah ouais, complètement. Je pense que mon psychologue était assez aussi troublé par le fait qu'il était en train d'accompagner quelqu'un pour qu'il retourne travailler à la banque et que je lui disais qu'en fait, c'était pas possible et que je voulais faire son métier. Donc, et en même temps, il a su effectivement, eh bien, trouver le déclic pour moi et de le verbaliser, de pouvoir, eh bien, explorer ce chemin-là. Et ben, pour moi, après, c'était parti. Ouais. C'était quoi, du coup, ce déclic? Eh bien, ce petit déclic, c'était en fait, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Et en fait, j'avais un petit conflit intérieur envers quelqu'un qui m'avait fait rentrer à la banque. Et donc, du coup, en fait, je me sentais redevable. Et donc, du coup, j'avais fait tellement un beau chemin que c'est bon, je pouvais maintenant être libre. Et donc, du coup, ça m'a libérée totalement. Ouais, et puis même si vous aviez pas fait un long chemin, en fait, c'est fou les barrières qu'on se met soi-même en disant mais qu'est-ce qu'il va penser? Je me rappelle un jour j'avais recruté j'avais un stagiaire et je l'avais embauché juste après, à la fin de son stage et il m'avait dit mais Charlotte, tu sais, un CDI pour moi c'est hyper engageant, je te promets pas de rester toute ma vie dans l'entreprise. Et je l'ai regardé en lui disant mais tu sais moi non plus, enfin je vais pas rester toute ma vie dans cette entreprise, donc enfin je te demande pas de t'engager, enfin c'est un CDI oui, mais on va pas tu vas pas faire 50 ans chez nous quoi. Et d'ailleurs je m'étais fait chasser peu de temps après et j'étais partie peut-être 6 mois après, donc et je lui ai dit regarde, tu vois, enfin d'ailleurs bon lui était parti entre-temps. Parce ça avait été trop de pression pour lui le CDI, mais ouais, en fait il y a un truc, on se dit mais les gens on leur doit ça, mais en fait en vrai ouais. Mais on le sait pas quand on est dedans. Ah bah non, cas, clairement pas. Ouais. Puis aussi ils m'envoyaient des messages parce que du coup ils ont tout fait pour pouvoir faire que je revienne. Ouais. Voilà, en me valorisant du plus, en me disant que j'étais la personne indispensable. Et pour moi, même ce discours-là n'avait plus de valeur. Ouais. Ouais, de toute façon, j'étais ailleurs. On n'y est plus. Ouais. Ouais, là, j'étais déjà ailleurs. Et donc là, vous dites OK, stop. Comment ça se passe concrètement Eh bien, du coup, là, j'étais arrêtée tant que voilà, il ne trouvait pas une solution alternative. Et puis, donc, de là, j'ai commencé à faire plein de lectures en psychologie. J'allais prendre des bouquins à la bibliothèque. Et puis, j'ai commencé. Et puis après, j'ai cherché comment construire ce projet-là. Ouais. Et puis de là émergeait en fait un désir d'enfant, donc j'ai eu ma fille. Et du coup, eh bien, donc là, vous êtes toujours en arrêt maladie? Non. J'ai repris. En fait, je me suis arrêtée peut-être 1 mois et demi. Enfin, voilà. Et j'étais à fond. En fait, je faisais que de lire toute la journée. Et puis Freud, qui m'a même amenée à l'hypnose. Et donc du coup, en fait, j'étais là-dedans. Et puis en fait, ça, c'était ma nouvelle énergie. Ouais. Et donc après, j'étais prête à aller n'importe où, à n'importe quel poste dans la banque, parce que de toute façon, j'avais mon nouveau moteur. Et donc, ils m'ont mis dans un endroit, voilà, un petit peu inattendu, dans l'administratif, au service titre, où j'étais totalement surdimensionnée. Et ça avait d'ailleurs créé, voilà, beaucoup de tensions auprès d'autres personnes qui se sentaient pas à la hauteur, etc. Et des gens mais bon, moi je faisais mon chemin et puis j'acceptais, et puis jusqu'au moment où je pense Bernard Morel a dit non mais Laurence elle peut pas rester là, enfin qu'est-ce qu'elle fait là, et donc du coup ils m'ont mis à la gestion de fortune en fait. OK. Au poste donc c'est arrivé après. Ouais, c'est arrivé après. Sauf que là j'avais repris les études de psycho. Donc là vous avez commencé les études avant de devenir maman? Juste, en fait, j'étais en candidat libre. Je me suis donné 1 année de candidat libre pour vivre ma grossesse. Donc, le fait que je sois arrêtée
j'ai pu commencer à faire cette première année à distance en fait à l'université Paris 8. Donc suivre cette première année, commencer à faire des lectures, etc. J'étais enceinte, donc c'était. Et puis après, dès que ma fille est née, après je suis rentrée dans la vraie première année. Et puis en ayant déjà Du coup, vous faisiez les allers-retours entre Paris et Marseille. Non, parce qu'en fait, c'est une université à distance. Okay. Donc, en fait, je faisais tous les cours à distance. Et c'était très, très bien fait pour l'époque, où on pouvait avoir un forum avec les profs, avec les étudiants. Et on avait des gros bouquins à lire, des gros pufs. Et voilà. Et donc, j'étais dedans. Et là, en faisant les études, vous vous dites, c'est bon, j'y suis, je suis à ma place. Ouais, là, exactement. Ouais. Je me dis, voilà, ça y est. Maintenant... c'est là-dedans que je veux continuer à avancer. Et donc, avec du coup la Banque Martin Morel, vous avez mis fin à votre contrat quand ? Alors, en fait, j'ai terminé mon contrat en 2013. Ok. Avec eux. Donc, en fait, j'ai fait quasiment toutes mes études, tout en travaillant. D'accord, ouais. Donc, en étant jeune maman. Et en étant jeune maman. Ouais. Exactement. Donc, voilà, mon énergie était tellement là, présente, que voilà, ça s'est fait. Et le père de votre fille, comment il vous a accompagné dans tout ça ? Eh bien, je pense qu'en fait, il voyait que c'était tellement fort que c'était difficile de pouvoir me faire changer de voie. Ouais. Et donc, du coup, il y a des moments qui faisaient que je pouvais effectivement être un peu plus dans les bouquins. Et en même temps, je pense qu'il était aussi OK parce que à un certain moment, lui-même, en fait, avait fait des études d'archi. Et puis après, il a jamais travaillé, il a voulu devenir artiste peintre. Ok. Et donc, je l'avais accompagné dans ce chemin-là. D'accord. Ouais, donc du coup, il savait ce que c'était d'avoir envie d'écouter sa petite voix. Ouais, je pense. Ouais. Et donc, vous mettez fin à votre contrat donc avec la banque. Et là, vous vous lancez du coup en tant que psychologue ? Alors, oui, je me lance en tant que psychologue. Et je commence en fait d'abord à la rue Paradis. En fait, quand je sens que je peux commencer à travailler, j'entame une négociation avec eux pour partir. Okay. Et puis je trouve un local tout près et puis c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez prête ? De ne plus pouvoir continuer à la banque. À un moment, je sentais que c'était plus loin. Enfin, je pouvais plus. Je pouvais plus. Il y a des choses qui changeaient là-bas encore. Et donc, je me suis dit, non, là, je peux pas continuer dans ce nouveau chemin avec eux. Et donc, c'est le moment de bouger. C'est comme ça que je me suis mis en action. Et la plus grande peur des personnes quand on se reconvertit, c'est l'argent. Comment vous avez géré ça, du coup, parce qu'entre le moment où vous vous lancez et le moment où vous commencez à avoir vos premiers patients, comment ça se passe ? Alors, en fait, j'ai pas eu mon premier patient quand j'ai commencé. En fait, parce que j'ai un petit peu commencé en souterrain. Comme beaucoup, hein. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, c'est important de pas se lâcher à deux mains. Ouais. C'est de pouvoir, j'avais ça. J'étais moins investie, on va dire, dans la banque. Et en même temps, j'étais en train de construire mon projet professionnel. Et donc, du coup, j'ai commencé. Donc, c'est comme si, en fait, j'étais deux parties de moi. Et il y avait une partie, en fait, qui était secrète. Ouais. Et qui existait aussi. Et donc, en fait, j'ai eu la possibilité de commencer à exercer un petit peu avant dans un autre cabinet. Et donc, j'ai eu un début de patientèle qui m'a permis de me lancer. Mais c'est vrai que les premiers rendez-vous, en fait, étaient un peu particuliers. Et en même temps, c'était tellement là qu'en fait, il n'y avait pas de doute. Ouais. En fait, même chez les patients. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est là, je suis à ma place. Et donc, je continue. Et puis, à chaque rendez-vous, c'était à chaque fois l'ivresse de pouvoir aider, de pouvoir avoir du sens dans ma journée, quoi. Ouais. Et ça, du coup, ça fait maintenant plus de 15 ans que vous faites ce métier. Est-ce que vous l'avez encore, cette flamme ? Ah oui, complètement. Complètement. Tous les jours, je dis merci de pouvoir faire ce que je fais. Et puis, tous les jours, je dis merci d'être dans ce cabinet aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'être dans ce cabinet parce qu'en fait, dans ce cabinet, je me sens particulièrement bien. D'accord. Ouais, pour moi, c'est des bonnes ondes. Ouais, vraiment. Je l'ai fait
telle que je suis. Voilà, j'ai tout refait, tout est fait en fait avec plein de petits objets là autour de nous qui me constituent et qui me donnent la force et aussi et qui me régénèrent. Voilà, et donc du coup c'est aussi en fait mon cocon. Ouais, puis la pièce est grande. Enfin, je sais que l'autre jour, je suis allée déjeuner avec une amie qui est psychologue aussi, et son bureau, il est tout petit. Bon, alors, on y est bien, mais c'est quand même tout petit. Et puis, du coup, comme vous êtes en hauteur, il y a pas les volets, les rideaux. Enfin, on voit le ciel. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je dois vous dire que j'ai commencé dans 10 mètres carrés aussi. Ouais. C'était tout petit. Je faisais 3 pas, on était arrivé au fauteuil. Et donc, c'était vraiment tout petit. Et bon, j'étais très bien, c'était rue Paradis. Et donc là, maintenant, c'est une autre dimension et j'en suis ravie. Donc là, du coup, vous commencez en tant que psychologue, entre guillemets, traditionnel. À partir de quand vous commencez à vous intéresser à l'hypnose, à l'EMDR ? Alors en fait, ça s'est pas vraiment fait comme ça. C'est que d'abord, j'ai commencé à me former. Enfin, en même temps que la fin de mes études, je me suis formée à l'hypnose. D'accord. Parce qu'en fait, je lisais en fait Freud. Et en lisant Freud, qui a pratiqué l'hypnose, eh bien, je me suis... et qui a abandonné l'hypnose, je me suis dit, c'est vraiment... j'arrêtais pas de me dire, mais quand même, s'il a abandonné l'hypnose, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Et donc, du coup, en fait, j'ai téléphoné à mon cousin qui pratiquait l'hypnose et je lui ai dit, voilà, je veux me former à l'hypnose, où est-ce que... Et en fait, en bonne ericksonienne, parce qu'on parle de l'hypnose ericksonienne, qui est donc l'hypnose thérapeutique et médicale actuelle, il m'a dit, voilà, telle école, je lui donne telle note, telle école, je lui donne telle note, telle école. Et puis, en fait, je suis allée me former jusqu'à Rennes. D'accord. Et ça a duré combien de temps, la formation ? Alors ça a duré 2 ans. Et c'est justement ça qui m'a permis de commencer un petit peu à travailler, à avoir un début de patientèle. C'est surtout grâce à ça. Ok. Parce que en fait, j'ai pu avoir des outils en fait, et puis rencontrer aussi d'autres professionnels, d'être dans ce monde-là et de questionner, et commencer à me lancer et à savoir comment ils s'étaient organisés, comment ils travaillaient, comment ils prenaient des notes, comment ils faisaient tout ça. Et donc du coup, faire des enquêtes métiers au quotidien avec eux. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que là, j'ai commencé à revêtir vraiment ma posture. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense que, voilà, j'y étais et que, voilà, pour moi, c'était maintenant une évidence. Et donc, vous faisiez les allers-retours avec Rennes ? Je faisais les allers-retours. Ouais. Marseille-Rennes, c'est 6h30. Ouais, c'est ça. Vous allez à quelle fréquence ? Oh, c'était une fois par mois à peu près, ou une fois tous les 5-6 semaines. Ouais, c'est costaud, hein. En plus avec une petite fille. Ouais. Il fallait vraiment avoir envie. Ah oui, vraiment. Et le MDR ? Alors le MDR, en fait, aussi, c'est venu un petit peu après. En fait, là, quand j'ai commencé à m'installer en tant que psychologue, et là, en fait, j'ai été formée par Dany Beaulieu, et donc là, j'ai pu après. Voilà. On peut peut-être dire un mot d'ailleurs sur la différence entre hypnose et EMDR, parce que tout le monde ne connaît pas le EMDR. Alors, déjà, le MDR, c'est une approche qui repose sur les mouvements oculaires et qui est particulièrement adaptée dans le cas de psychotrauma. Quand on a vécu un événement traumatique, comme un accident ou une agression, une part émotionnelle vient se loger dans une partie du cerveau qui fait qu'on peut se sentir empêché ou freiné dans sa vie, soit pour avancer, soit pour se sentir du mieux possible. Et puis, par les mouvements oculaires, ça permet de réactiver cette part-là émotionnelle. Ça active ce qu'on appelle le traitement adaptatif de l'information dans notre cerveau. C'est un phénomène qui se produit naturellement durant la nuit et qui, lorsqu'une charge émotionnelle est trop importante, peut être bloquée ou insuffisamment réalisée. Par les mouvements oculaires, cela permet d'activer ce traitement adaptatif de l'information qui permet donc l'évacuation de la charge émotionnelle et qui permet à la personne de se remettre en mouvement dans sa vie. Et en même temps, de travailler avec ces mouvements oculaires, c'est aussi assez proche de l'hypnose, de la pratique de l'hypnose. Et moi, personnellement, je travaille de manière intégrative avec les deux pour pouvoir permettre que le travail pour le patient puisse se prolonger de manière consciente et encore plus inconsciente. Ouais, clairement, c'est moi je viens vous voir depuis maintenant une grosse année, je crois. Et c'est sûr que moi à chaque fois que on fait de l'hypnose ou de l'EMDR, je vis des choses, c'est à chaque fois c'est impressionnant. À chaque fois quand j'en parle, mes amis me regardent genre tu planes, mais non.
Ouais. Ah non, c'est vraiment, et je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont fait de l'EMDR à d'autres, enfin, pour d'autres, et qui disaient à quel point ça faisait du bien. Et vous aviez fait du coup de l'EMDR suite au... Ouais, exactement, exactement. C'est vrai, j'en ai fait, moi, suite au hold-up, hein. Ça m'a beaucoup aidé aussi, hein. Vraiment, je pense que je suis rentrée aussi dans cette approche thérapeutique parce que, eh bien, voilà, j'ai reçu sur moi et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis, voilà, de me libérer de cet événement-là au niveau émotionnel. Maintenant, ça reste un souvenir dénué d'émotions. Ouais. C'est ce que m'avait dit ma psychiatre à l'époque. Elle m'avait dit, on a souvent envie d'aider sur ce sur quoi on a souffert. Ouais. Et je trouve ça joli. Hein, ouais, vraiment, c'est vrai. Merci pour la question parce que j'ai omis de le dire. Avec plaisir. Donc du coup là, vous vous lancez donc en tant que psychologue avec à la fois comme outil le MDR et l'hypnose. Et en parallèle, vous lancez une école de formation. Ouais. En fait, c'est plus tard. En fait. En 2015, en fait, l'année de mon divorce, en fait, dans ce moment-là, dans ce mouvement-là, eh bien, j'ai décidé de totalement, en fait, réaliser tous mes rêves et de saisir tout ce qui, pour moi, avait un écho. Et donc, du coup, eh bien, est arrivée cette idée. En fait, ça s'est fait de manière, par une rencontre aussi. Donc, j'étais moi-même bien à Paris, accompagnée donc dans un institut de formation dirigé par mon cousin. Et donc, je l'accompagnais. J'étais en tant que superviseuse là-bas. Et puis, en fait, à chaque fois, je dis oui, il me faudrait faire quelque chose à Marseille pour que ce soit plus dynamique et tout, pas qu'on aille à Paris ou à Rennes pour se former. Et puis, des personnes qui souhaitaient se former aussi me disaient mais comment on peut se former? Et donc, et finalement, on n'allait pas jusqu'à Rennes ou à Paris, et puis tomber dans des instituts qui étaient pas très sérieux, qui formaient des non-professionnels de santé. Et puis un vrai sujet. Ouais. Et puis qui abandonnaient cet outil, qui disaient ah non, qui était un bel outil d'accompagnement aussi au niveau thérapeutique. Et puis, en fait, à force de dire ça, en fait, cette personne me dit mais attends, mais t'as qu'à le faire toi. Et si tu le fais, on te soutient. Et mon cousin qui était à côté de moi m'envoie un gros coup de coude en disant ouais. Et donc voilà, et c'est parti de là. Et comme en fait je suis une personne qui aime beaucoup les défis, le défi de reprendre mes études, et bien là le défi de créer cet institut de formation, c'était un moment de ma vie où c'était vraiment le bienvenu parce que j'étais avec une nouvelle énergie. Et donc du coup, j'ai créé cet institut, et pour moi ça a beaucoup de sens aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir aussi toujours être là à m'intéresser, à être ouverte à ce domaine et à le faire évoluer aussi. C'est fou comme dans ces moments de vie, le divorce, on a ce besoin de se dire, de réaliser ses rêves et d'un espèce d'électrochoc, un peu un choc, c'est clairement un choc post-traumatique aussi, de se dire comment je fais pour et bon, vous avez vécu un burn-out, vous avez vécu le divorce, et finalement c'est fou de se dire que on se dit souvent avec le burn-out, c'est bon, j'ai été explorer tout, mais non, pas. Il y a la vie nous envoie encore des signes en mode non, mais il y a encore un truc à aller chercher. Ouais, tout à fait. Alors j'ai vécu dans l'autre sens, d'abord le divorce, après le burn-out. D'accord. et effectivement, je pense que c'est des moments où là on touche des points en fait d'énergie, des ressources. Et je pense que dans ces moments-là, en fait, et d'ailleurs, en fait, souvent les créateurs le disent que dans la souffrance, on peut créer. Et bien, je pense que c'est très créateur cette période-là, et d'être ouverte à ça, d'aller chercher ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire de bon malgré cet événement. Et bien, ça donne en fait une énergie extraordinaire et qui permet en fait de tout réaliser, parce que effectivement on a ce vécu là, et puis ça te donne une expérience, une maturité et un vrai sens à la vie en fait, aussi pour soi en fait. Je pense que ça reconnecte à des choses. Se dire finalement on était deux et on est plus qu'un, et vraiment apprendre à s'aimer profondément. Oui, tout à fait. Et puis quand on est deux, peut-être on s'autorise moins. On s'autorise moins parce que on laisse la place à l'autre, surtout le côté féminin qui est en train de changer, c'est très bien, où on se dit ok, on apporte à l'autre, on fait grandir l'autre, et puis finalement jusqu'au moment où on peut un peu s'oublier aussi. Et puis quand la fenêtre s'ouvre, on se dit mais ah ouais, je vais moi aussi m'envoler.
Et puis ça fait de très très belles choses. Ouais. Donc là, vous lancez l'école. Est-ce que vous avez un syndrome de l'imposteur qui vous titille en disant mais qui suis-je pour pouvoir former d'autres personnes? Eh bien, en aucune façon. En aucune façon. Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe C'est tellement pas. évident que... Ouais. C'est d'autant plus évident, en fait, que, là, je vais vous dire une première phrase, en fait, qui m'a accompagnée, en fait, pendant tout ce chemin de reconversion, hein. Et en fait, cette phrase, en fait, souvent que je relisais, en fait, c'est, je ne sais pas si c'est possible ou non. Je décide d'agir comme si tout est possible. Et donc, du coup, de là, eh bien, ok. Donc, c'est déjà être, de mettre les deux pieds. Et puis, d'y aller. Et puis, on verra bien ce que ça fait, comment ça va se co-construire, parce qu'en fait, c'est toujours là-dedans qu'on se révèle et c'est en faisant. Ouais. Et d'ailleurs, une autre phrase, hein, que je vous la donne maintenant, parce que effectivement, qui m'a beaucoup accompagnée et qui était là, voilà, au moment où on est là, même dans un environnement familial. Et qui fait que quand on décide dans une reconversion, eh bien ça fait changer tout le système familial aussi, parce que c'est un changement, on n'a plus vraiment la même place, on n'a pas la même énergie, il y a des très bonnes choses, et en même temps, eh bien on voit qu'autour de soi ça peut créer de l'inconfort. Et cette phrase, en fait, c'est une phrase de René Char que peut-être beaucoup connaissent, hein, mais en tout cas je la relisais très souvent. C'est: impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, ils s'habitueront. Donc, et s'ils s'habituent pas, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour être dans notre environnement. Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'était vraiment chaque mot comptait. Ouais. Et c'était une phrase que j'avais dans mon agenda et que je mettais à chaque fois. Enfin, que je relisais souvent. Ouais. Du coup, c'est forcément quelque chose de triste dans une vie, un divorce, même si au final on se reconstruit ou quoi. Comment vous l'avez vécu par rapport à la reconversion? En fait, pendant cette période-là, en fait, j'étais un petit peu en train de réaliser un mémoire de recherche, et donc du coup, ça avait chamboulé beaucoup de choses, et donc du coup, j'ai dû le décaler, ce mémoire de recherche, et c'était très difficile d'accepter ça. Bon, et il a fallu que j'accepte ça, et puis après, une fois que j'avais pu accepter, eh ben les choses sont venues, hein, se sont poursuivies. Et vous vous êtes fait accompagner comment, du coup, par rapport au divorce, en termes d'aide psychologique, médicale? Alors, j'ai beaucoup travaillé en auto-hypnose. Principalement. Vraiment, parce que évidemment, on est toujours les plus mal chaussés. Hein. Donc là, l'urgence était que j'étais sur tellement de choses qu'en fait, j'ai travaillé sur moi jour et nuit. Ouais. Et le burn-out, il est intervenu quand alors? Le burn-out est arrivé en fait juste avant le confinement. Ok. Donc parce que j'étais dans une spirale, avec l'Institut de formation, je donnais des conférences. Sur quoi? Sur la pratique de l'hypnose et sur la pratique de l'EMDR-IMO. Ok. Et après l'étude que j'avais faite lors de mon mémoire de recherche qui portait sur l'impact de la communication thérapeutique issue de l'hypnose auprès des soignants anesthésistes, et en posant comme hypothèse que ça avait un effet modérateur sur le burn-out. Ok. Et et donc du coup auprès de plus de 300 anesthésistes en fait, donc c'était une grosse étude. Les résultats ont montré que ça avait un impact. Et donc du coup après j'ai partagé aussi cette étude lors de congrès. Ok. Et donc j'étais vraiment très très active, puisque d'avis au cabinet en tant que psychologue, de pouvoir créer l'institut de formation, l'aspect de gestion administrative, donner les formations, faire des conférences, être maman. Et pour moi, être maman, c'était très très important aussi. Donc c'était c'était le cœur de la fleur. Et donc du coup, ça demandait beaucoup d'énergie, mais ça se faisait très très naturellement. Et j'ai pas vu venir, parce qu'en fait,
J'avais la tête dans le guidon, quoi. Et vraiment la tête dans le guidon, et je sentais des signaux. Et à chaque fois, j'étais, ce que je disais, à l'orée du bois du burn-out. Et dès que je sentais que je mettais un pied, je travaillais beaucoup en auto-hypnose sur moi-même, et je sortais les 2 pieds. Je re-rentrais les pieds, et je faisais que ça, et jusqu'au moment où, en fait, le confinement est arrivé. Là, j'avais les 2 pieds. Ouais. Et là, j'ai laissé faire. Parce que en fait, c'est mon corps qui m'a dit que j'avais les 2 pieds, puisque j'ai fait que dormir pendant 15 jours. Ouais. Et de là, en fait, émergé pendant toute cette bulle, qui a été vraiment pour moi un cadeau de la vie, parce que ça m'a permis d'avoir cet espace pour m'occuper de moi, enfin. Et donc j'ai pu travailler sur moi et pouvoir changer des choses dans mon rythme de vie. Ouais. Et depuis, en fait, je suis très très vigilante à tout signe de burn-out. Qu'est-ce que vous avez changé du coup? Eh bien, j'ai changé en fait mon emploi du temps, c'est-à-dire que je me donne des plages horaires pour moi. J'ai pu reprendre des activités de loisirs aussi, qui avaient sens pour moi en fait, comme jouer au golf que j'avais abandonné pendant plus de 20 ans. Et donc avec d'autres activités, de me remettre au sport, de me mettre au yoga. Et maintenant, je pratique 15 minutes de yoga tous les matins, voire plus le week-end. Et donc de remettre des choses, d'être plus attentive à mon corps et à mes cellules. Ouais. Quand vous dites à vos cellules, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, tout ce que je peux donner de bon à mon corps, en fait, c'est donner des choses qui sont bonnes à mes cellules pour pouvoir avoir un système immunitaire plus fort, et pour pouvoir potentialiser aussi toutes ces cellules, parce que la force du mental est incroyable. Et quand on a conscience de ça, quand on sait qu'on a par les pensées négatives la capacité de pouvoir les détruire, ou par la pensée positive, mais pas que, en fait, mettre des choses qui sont bonnes pour soi, on peut apporter beaucoup à son corps. Et qu'est-ce que vous faites du coup pour qu'est-ce que vous mettez en place quand vous sentez que les signes du burn-out vous chatouillent? Eh bien, en fait, je ralentis. Maintenant, pour moi, c'est insupportable de s'arrêter. Parce que cet arrêt-là, en fait, heureusement qu'on l'a tous vécu en même moment. Parce que ça aurait été encore plus dur pour moi de le vivre, parce que je voulais pas m'arrêter. Et aujourd'hui, en fait, je ralentis. Et j'avais été voir un médecin à l'époque où j'étais vraiment à l'orée du burn-out. Et j'avais été furieuse, mais c'est quelqu'un qui a vécu un burn-out, donc je faisais confiance. Et il m'a dit, en fait, vous allez dormir 20 minutes. Faites 20 minutes de sieste par jour. Vous calez dans votre emploi du temps 20 minutes de sieste par jour. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne revenez pas me voir. Alors j'étais furieuse parce que moi j'attendais des trucs, des compléments alimentaires, des choses et tout, ou un suivi, en acupuncture, et il faisait aussi une acupuncture. Et donc du coup, je me dis, s'il me dit ça, je vais le suivre. Et puis en fait, j'ai mis ça en place. Et maintenant, en fait, c'est la première chose, c'est-à-dire de soigner le sommeil, d'être hyper attentive. Maintenant, je peux faire des micro-siestes de 5 minutes, me mettre plus en auto-hypnose aussi. Que ce que je pouvais le faire avant, dans ce but-là, pour me régénérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en place, avec aussi une alimentation qui a changé, puisque j'ai expérimenté un jeûne thérapeutique, qui m'a permis aussi de pouvoir avoir une nouvelle approche sur moi-même et par rapport à l'alimentation, et me libérer de tout ce qui peut être là de l'ordre de la consommation classique. Du coup, ça a changé quoi concrètement dans votre alimentation? Eh bien, déjà, je sais qu'on peut fonctionner qu'en buvant. On peut vivre comme si on est un arbre. Et c'est pour ça que quand vous venez à mon cabinet, il y a des bouteilles d'eau. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouteilles d'eau. Et donc, parce que parfois, je peux faire des journées tout entières, d'enchaîner et faire une journée de jeûne. D'accord. Pour pouvoir me régénérer pour la semaine et régénérer mon corps, et puis avoir une attention sur de manger du frais. De manger exclusivement du frais. Ouais, pas que des légumes, des fruits, des légumes, et de les cuisiner. Donc et être attentive à moins de protéines animales. Et voilà.
En fait, et du coup, c'est de l'eau en continu ou il y a quand même des tisanes et des... Oui, il y a aussi des tisanes, hein. Les yogiti. Oui, les yogiti. Les yogiti que je vous ai proposé. C'est ça. Charlotte, on disait tout à l'heure, je sais plus le petit mot que vous aviez. Oui, vous voulez que je le... On peut le lire, il était joli. Vous lirez le vôtre aussi? Ouais, avec plaisir. Allez, ok. Donc, c'est faire la part des choses prouve que vous êtes en bonne voie. Sur c'est le mien, c'est le bien, ouais. Non, alors. Mais c'est bien. c'est moi, je vais lire le vôtre. Hop. Et oui, en effet, faire la part des choses prouve que je suis dans ma bonne voie, c'est clair. Et vous, c'était parler à votre âme, dans votre imagination. Ouais. Avec l'hypnose, c'est... voilà, c'est juste ça. Ouais, exactement, ça me parle beaucoup. Enfin, moi, je sais que vous avez dit tout à l'heure, le yogiti, j'en ai à la maison et j'ai un peu l'impression que c'est mon calendrier de l'Avent tous les jours quand je dis ma petite phrase. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, en parlant de ressources, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé pendant tout mon parcours. Ces petits messages. Et avec mon frère, en fait, on disait, en fait, c'est lui qui m'a dit, vas-y, tu les mets dans un bocal. Et puis, moi aussi, je les mets dans un bocal. Et puis, à un certain moment, à la fin de l'année, on va vider le bocal et on se relira tous les messages du Yogiti. Ah, j'adore. Et c'était super. Ouais. Ah, ça me donne envie. Je les prends souvent en photo, je les partage sur Insta, mais du coup, en effet, j'aime bien l'idée de se faire sa petite boîte avec un petit bocal ici où je les mets aussi. Ah, je note. Et comment vous écoutez votre intuition? C'est une très bonne question. Je crois que je l'explique pas. Elle est juste là. Elle est là et je pense qu'elle est là depuis très 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 jeune. Par contre, je pense que c'est pour ça que j'avais pas vraiment d'idée parce qu'en fait, je faisais confiance déjà inconsciemment, enfin, à ce qui était là, à ce qui était en moi. Et j'étais plutôt attentive à nourrir, en fait, à m'intéresser à des domaines. Et puis, voilà, voir qu'est-ce que ça pouvait faire. Et c'est vrai que cette intuition, elle est très présente dans mon quotidien, dans effectivement ce choix de vie, hein, et puis avec mes patients. Vous la travaillez comment? Je la travaille en écoutant mon cœur. Et qu'est-ce qui vous sert dans votre vie, de votre vie professionnelle d'avant, à la fois dans la création de l'école de formation, dans le fait d'être psychologue, de cette vie de banquière? Eh bien, beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas qui pouvaient m'aider. Et c'est pour ça qu'en fait, si on part dans un domaine, en fait, ça nous nourrit. Et puis après, alors ce qui m'a aidé, c'est voilà, la gestion administrative, de pouvoir effectivement être ok avec ça et de pouvoir gérer, m'organiser. Après, c'est de pouvoir aussi voilà, faire des choix. Et puis, je pense aussi dans ma posture déjà d'aller vers l'autre. Ça, c'était déjà quelque chose qui était là. En plus, comme c'était dans une banque familiale, il y avait vraiment beaucoup de ça, en fait, qui était insufflé. Et donc, du coup, en fait, je pense que ça m'est venu très naturellement. Outre le fait que je peux parler à un mur, voilà, je rentre facilement en contact avec les autres, dans la mesure où je sens aussi qu'il peut y avoir quelque chose. Voilà. Après aussi, il s'agit de se mettre en économie d'énergie quand on sent des mauvaises énergies. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects qui vraiment en fait m'ont permis de moins me poser de questions. Parce qu'en fait, quand j'ai créé cet institut et que j'en ai parlé à celui qui m'a formé à l'hypnose à l'initiale, il m'a dit oui, mais t'as conscience que quand même au niveau administratif et tout, c'est quand même aussi comment tu vas faire. Et donc je lui ai répondu, tu sais, moi j'ai une première vie professionnelle où je faisais que ça toute la journée, enfin où on sait remplir, on sait faire ça. Donc et puis aussi des notions de comptabilité, puisque j'ai été jusqu'à un MBA de gestion de patrimoine. Donc tout ça était là et ça m'a vraiment permis de faire que ce soit facile, hein, et de voilà, choisir un comptable, parler avec un comptable, parler des chiffres. Oui, ce qu'on n'apprend pas en école de psycho. Ouais, en aucun cas. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, dans beaucoup de domaines, on n'apprend pas, hein, aussi. Hein, je parlais avec un jeune qui était
ingénieur, enfin qui fait des études d'ingénieur. Il me dit oui, mais moi je veux créer, on me dit pas comment, quelle est une commerciale, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, et donc il va faire une école de commerce. Ouais. Bah c'est ça en fait. Moi je sais qu'à l'époque je m'étais dit je vais faire une école de commerce, comme ça j'aurai un socle généraliste et je me ferai une spécialité dans l'art. Après bon, j'ai jamais fait la spécialité dans l'art, mais clairement pour l'instant. Oui, mais au final, je me dis que j'ai pas besoin de faire j'ai pas besoin de faire l'école. Je le fais toute seule. Je sors mes toiles et mes pinceaux. Et d'ailleurs, hier soir, avant de sortir, je me suis dit, allez, je vais sortir les toiles et les pinceaux. Et je me dis, allez, et on n'a pas besoin. Justement, l'avantage, c'est que il y a certains métiers où il y a vraiment besoin d'être formé, d'autres où. Ouais, exactement. On peut laisser libre cours à sa créativité. Exactement. Comment vous célébrez vos réussites? Alors, eh bien, avant, je célébrais pas. J'étais toujours sur celle suivante. Maintenant, je les célèbre davantage, en fait, par un repas avec les personnes que j'aime. Ou quand j'étais diplômée, j'ai fait une grande fête. Ouais. Ah ouais, j'imagine, parce que du coup, ça a duré combien de temps, les études? Au total, 7 ans. Waouh. Ouais. Ouais, quand même. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Eh bien, quand il y a eu Sold Up. Ouais. Pourquoi pas moi pour la suite? Ouais, pourquoi pas moi changer? Ouais. C'est quoi pour vous la réussite? Alors, pour moi, la réussite, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que la petite Laurence de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui? Celle de 6 ans? 6 ans, ouais. Ouais. Moi, je m'en souviens plus trop de celle-ci, hein. Qu'est-ce qu'elle dirait? C'est une bonne question. Elle pourrait dire, c'est chouette. Bravo. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi vos renoncements à vous, du coup, dans cette nouvelle vie professionnelle? Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir eu beaucoup des renoncements, quand même. Parce que j'étais OK pour quitter tout ce que j'avais décidé de quitter. Et financièrement, vous avez pu réussir à retrouver rapidement le même train de vie Eh bien, curieusement, c'était quelque chose qui n'appelait pas de questions. Ouais. C'est vraiment les personnes autour de moi étaient plus inquiètes pour moi parce que oui, j'étais cadre dans une banque, etc. Mais simplement, pour moi, c'était juste réaliser mon rêve. Et puis, j'étais convaincue que quand on fait quelque chose qu'on aime, eh bien, ça va faire de belles choses et donc tout suivra. Ouais, ça c'est sûr. Et puis de laisser l'espace-temps, d'être là, d'être présent, eh bien, ça viendrait et donc voilà. Après, je pense que c'était pas une peur, mais en même temps, c'était aussi un moteur. Ouais. Parce que ça faisait partie aussi, peut-être, de la réussite aussi. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez eu à traverser? La plus grande difficulté pendant cette période-là? Dans votre vie? Ou dans ma vie? Peut-être des décès, des deuils. Ouais. Et comment vous les avez surmontés? Alors là, en fait, en continuant d'être dans la vie. Et vos peurs, c'était quoi vos plus grandes peurs dans cette reconversion professionnelle? Et même suite au burn-out Ouais. En fait, c'était de pas arriver au bout, peut-être. Et en même temps, c'était pas possible. C'est en fait comme si, à chaque fois, il y avait un mur derrière moi qui venait, année après année, et puis se positionnait. Et puis en fait, non, je peux pas. Enfin, je peux qu'avancer. Ouais. Et donc en fait, ce mur à chaque fois, il était derrière moi. Et donc je pouvais qu'avancer. Donc du coup, j'avançais. Et quand on met un pied dans le fait d'apprendre plein de nouvelles techniques, est-ce que il y a d'autres techniques que vous avez envie d'apprendre, d'explorer? Oui. En fait, il y en a encore beaucoup. En fait, la technique ACT, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et puis, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la quantique aussi, ça me parle beaucoup. De ce que l'on peut effectivement, aborder au niveau énergétique
Et je pense que l'intuition qu'on peut avoir déjà, qui peut être présente en tant que thérapeute, ou la sensibilité que l'on peut avoir, eh bien fait que on est là et qu'on est en lien avec tout ce qui est là présent dans la non-matière et toutes les informations qui sont présentes là aussi dans l'univers. Et quand on a conscience de ça, eh bien je pense que c'est un très bel outil, enfin où c'est juste une connexion indispensable pour accompagner au niveau thérapeutique. Et je pense que j'ai envie de faire grandir ça dans ma façon d'accompagner. D'accord. Vous avez des pistes de formation ou? Pour l'instant, c'est des mini-graines. C'est des mini-graines. À suivre. J'avoue que je n'ai pas trop le temps pour pouvoir, bien pour l'instant, développer ça. Parce que justement, je suis attentive à un certain équilibre et de pouvoir, quand même toujours, je ne pourrais plus sacrifier, on va dire, ce qui concerne, mes activités qui, pour moi, sont une ressource. Ouais. Donc du coup, il faudra un petit peu rogner sur d'autres choses et qui, pour l'instant, c'est votre choix. Voilà, exactement. Et puis, quand ce sera le moment, tout simplement. Mais il y a une part de moi qui explore, qui y va. Mais comme vous disiez tout à l'heure, des fois, on n'a pas besoin forcément d'aller se former. Oui. C'est de s'intéresser aussi à un domaine, d'y aller et puis de s'en nourrir. Carrément. Et puis, qu'est-ce qui va venir de ça? Ouais. Ouais, écouter les signes de la vie et. Ouais, complètement, complètement. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui? En fait, d'avoir réussi d'être là, d'être là et de pouvoir faire chaque jour ce que j'ai envie de faire. Ouais. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit vous avez un métier, vous vous éclatez, vous en êtes là exclusivement grâce à de la chance, qu'est-ce que vous aurez envie de lui répondre? Écoute, je dirais que oui, effectivement, cette chance, il faut la saisir. Et la chance, on l'a tous, et il faut la saisir. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui? Accroche-toi. On vous l'a jamais dit? Non, mais je me le disais souvent. Ouais. Et le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Écoute, ce serait c'est vas-y, tu peux être soutenu. C'est quoi vos prochains défis? Mon prochain défi, c'est d'être meilleur en anglais. De pouvoir être et mon prochain défi, encore un défi, allez, je vais le dire, c'est de pouvoir faire un championnat de golf. Ah, super. En fait, j'ai appris qu'il y a des championnats seniors. Ok. Et je me dis, pourquoi pas moi. Génial. Ah oui. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à partager avec nous? J'en ai plusieurs. Et là, tout d'un coup, j'en ai un qui me vient, mais le titre, en fait, m'échappe un peu. En fait, c'est un titre un petit peu décalé, en fait, sur le bonheur, en fait, et qu'en fait, d'aller que dans la quête du bonheur, c'est aussi se mettre en souffrance. Et que, en fait, le bonheur, c'est constitué de hauts et de bas, et qu'on apprécie le bonheur quand il y a des bas aussi, ou des difficultés dans la vie. Et donc, du coup, en fait, c'est de pouvoir accepter de ne pas être à la course au bonheur, mais juste d'accepter ce qu'amène la vie. Ouais. Et que quand on est dans cette posture, de pouvoir être là, accepter ce qui est là présent dans la vie, on est plus libre. Ouais. On est plus libre d'accepter ce qu'il y a de moins bon et de bon aussi, et d'y être juste attentif. Ouais. Il a été écrit par qui, ce livre?
Je retrouverai le titre. Non, vous me le donnerez, je le mettrai. Je vous le dirai. Je le rajouterai. Ouais, volontiers. Mais c'est marrant parce que moi, c'est un truc dont j'avais vraiment pris conscience en voyant le film Vice Versa, le dessin animé, où on voit vraiment les émotions et on se dit, mais en fait, finalement, que joie n'est pas là s'il n'y a pas eu tristesse avant ou colère, et donc ça permet, enfin, ça avait été, c'était une coach en une formation de stress, enfin, pour apprendre à gérer le stress qu'on avait reçu, et vraiment, ça avait été, un espèce d'électrochoc de me dire, bah oui, parce que moi, je vis un peu dans le monde des bisounours, où à chaque fois que je voyais des films petits, je me dis, mais pourquoi il y a le moment de tristesse? On pourrait pas avoir un truc toujours où c'est... Mais en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Non, c'est pas ça. En effet, puis c'est vrai, les fameuses émotions que tout le monde veut arriver à gérer, c'est de vivre avec, tout simplement. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai pris conscience de ça, et puis depuis aussi que j'ai pris conscience qu'on peut pas sauver tout le monde, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé mes études de psycho, j'étais un peu dans cette idée-là, je vais sauver tout le monde et tout. Et en fait, c'est Erickson qui nous apprend ça en hypnose aussi. Et c'est d'accepter qu'on peut pas soigner tout le monde, parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas soigner parce qu'ils ne veulent pas changer. Et donc du coup, en fait, ça m'a fait changer de posture face à la vie. Et puis voilà, certains événements aussi, et puis de pouvoir accepter ce qu'il y a de bon. Et en fait, maintenant, je me dis, après une crise ou après une tempête, il y a la mer calme. Après une crise, il y a toujours quelque chose de bon. Et voilà, après, c'est comme ça que j'ai créé mon institut de formation. C'est comme ça que j'ai avancé. Et à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire de bon? Ouais, super. Et le fait là d'avoir créé cet institut de formation, là, vous formez combien de personnes par an? Je sais pas si on peut raisonner comme ça. Une cinquantaine, je sais. D'accord. Ouais. Et est-ce que tout le monde, parce que souvent il y a des personnes qui me disent non mais moi je suis pas sensible à l'hypnose, est-ce que finalement vous pouvez travailler avec n'importe qui sur l'hypnose, avec l'hypnose? Alors en fait, sachant que cet état hypnotique, c'est un état naturel qu'on a chacun en nous, en fait, on peut tous effectivement être dans cet état-là. Après, il y a des contre-indications d'ordre psychiatrique qui font que on va pas travailler avec des psychotiques et des personnes qui sont déjà dissociées. Ok. Et après, on peut travailler avec tout le monde, dans la mesure où la personne est d'accord. Et sans l'accord intérieur de la personne, on peut pas travailler avec l'hypnose. Si une personne ne veut pas, on ne peut pas la mettre en état d'hypnose. Et si une personne est OK, à ce moment-là, on va très très bien travailler. Donc en fait, c'est vraiment, tout est dans la relation thérapeutique et de comment mettre la confiance, parce que si on n'est pas en confiance avec un thérapeute qui pratique l'hypnose, c'est de ne pas y aller. Il se passera rien. Par contre, si la confiance, elle est là, il se passera des choses extraordinaires. Génial. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à la vie. Merci à mes parents. Merci beaucoup, Laurence. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!